Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur les cas clients. Alors c'est un sujet que moi j'adore. Je me suis beaucoup amusé en le préparant. J'espère que ça se ressentira. C'est un sujet que j'adore aborder avec certains de nos clients, mais aussi pour Invox. C'est toujours un sujet qui est à la fois compliqué, mais en même temps sur lequel on peut faire pas mal de choses assez créatives. Donc c'est plutôt un chouette sujet. Vous allez pouvoir poser vos questions pendant toute la durée du webinaire. Donc surtout, n'hésitez vraiment pas à utiliser au maximum l'outil questions-réponses que vous trouverez. Éventuellement le chat aussi, je regarde un peu ce qui se passe dedans, mais si tout passe par les questions-réponses, c'est aussi bien si on peut fonctionner comme ça. Je suis ravi donc, de vous retrouver. On va passer une petite heure ensemble sur ce sujet. Vous allez voir, j'ai préparé pas mal de choses assez visuelles. Il y aura pas mal de choses à voir. Donc voilà, donc installez-vous bien. Et on commence tout de suite. Juste avant de partir dans le sujet, je suis Guillaume Berthollet, je suis le fondateur d'Invox. Retrouvez-moi sur LinkedIn, rentrons en contact si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me les poser en direct. Je suis assez réactif dessus. Donc voilà. Invox, on est chez Invox, comme vous pouvez le voir. C'est assez calme aujourd'hui, donc on ne sera pas dérangé. Invox, c'est une agence. On fait du contenu, du marketing automation, du social media B2B. On a regroupé tout ça sous le nom de Demand Generation. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui est plutôt un sujet contenu, donc ça concerne plutôt ces gens-là dans l'équipe chez nous. Toute l'équipe content manager, content editor, content designer. Et vous allez voir que je me suis aussi appuyé sur leurs apprentissages pour vous concocter ce sujet sur les cas clients. Cas clients, use case, success stories. Voilà, il y a plein de façons d'appeler ça. On va appeler ça cas client aujourd'hui. Le vrai sujet là-dedans, quand on est une entreprise, probablement c'est le cas chez certains d'entre vous, c'est qu'on se dit ça serait pas mal d'avoir des exemples de réalisation, des choses qu'on a pu faire par nos clients, de les faire parler. Et puis dès qu'on commence à s'y atteler, on se rend compte que c'est compliqué, que tous les interlocuteurs ne veulent pas forcément le faire, qu'on prend des boucles de validation qui parfois sont très longues, et que c'est compliqué de passer moins de 3, 4, 5, 6 mois à bosser sur un cas client. Et quand on en a sorti un, on souffle et on va attendre un petit peu avant d'y retourner. Donc j'ai envie de traiter un peu ce sujet-là avec vous, à la fois sur l'angle de qu'est-ce qu'on met dedans, comment est-ce qu'on le fait, quels sont les formats qu'on peut mettre en place pour bien valoriser ses propres réalisations, ses propres missions, mais aussi sur comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des choses un peu industrielles, parce que pour moi, c'est le vrai sujet, il est là. C'est comment j'arrive à industrialiser ça et ne pas avoir que un ou deux cas clients, mais d'avoir une bibliothèque de cas clients que je peux compter en plusieurs dizaines de cas clients. Et puis, in fine, faire en sorte qu'ils soient utiles et utilisés par mes commerciaux ou dans mon cycle marketing-vente. Donc, pour moi, c'est ça le cœur du sujet. Qui est autour du cas client, et je vais essayer, et vous me direz dans les questions-réponses s'il y a des sujets que j'aborde pas ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vais essayer de vous donner un peu voilà, la vue complète de ce qu'on peut en apprendre par quelqu'un qui, alors pas directement mais chez Invox, où on en fait plusieurs par mois, plusieurs dizaines par mois pour nos clients, donc on a un petit apprentissage là-dessus. Juste en propos introductifs, on va se poser juste quelques secondes sur pourquoi est-ce que les cas clients sont importants. On fait déjà plein de formats de contenu. Pourquoi le cas client est un format un peu à part et qu'il faut réussir à bien travailler. Alors, pour moi, ils participent de l'approche content marketing, de l'approche inbound, mais pas que. Ils sont aussi reliés à ce qu'il y a entre le marketing et les ventes, le sales enablement, l'alignement marketing-vente. Et donc, ils ont une place un petit peu particulière. Déjà, parce qu'en termes de niveau de maturité de la personne à qui ça s'adresse, c'est plutôt quelque chose qui est en milieu de parcours. C'est pas, vous n'allez pas convertir des leads avec des cas clients, vous n'allez pas l'utiliser forcément pour attirer à vous des nouvelles personnes qui ne vous connaissent absolument pas. C'est plutôt quelque chose qui est utilisé quand il y a déjà une relation qui s'est instaurée, qu'elle soit marketing ou commerciale, qu'il y a déjà un peu un fit qui se fait, où on connaît un tout petit peu la personne qui est en face, et on se dit, ce format-là, il peut être intéressant pour essayer d'accélérer, de faire baisser les barrières, de répondre à des objections et de faciliter la suite. Et c'est milieu, voire fin de pipe commercial, voire fin de relation marketing, parce que c'est aussi des contenus qui peuvent être utilisés un peu en dernier argument pour dire, voilà, on a levé toutes vos objections, regardez, on a des clients qui sont contents avec nous.
Peut-être c'est le petit truc en plus pour vous convaincre de venir avec nous et de baisser les petites réticences qu'il pourrait y avoir. Donc c'est un format qui est assez intéressant. C'est un format aussi, et quand on est plutôt en posture marketing, c'est quelque chose qui est important. C'est un format que les commerciaux aiment. Et probablement que c'est le format que les commerciaux demandent le plus au marketing. Les livres blancs, les infographies, ça à la limite, ok, quand ça existe, ils sont contents, voire ils l'utilisent. Mais le cas commercial, ça c'est un truc, ils voient bien à quoi ça peut servir, ils voient bien dans quel cas ils peuvent l'utiliser, ils sont contents de pouvoir s'appuyer dessus, et ils sont demandeurs. Donc c'est aussi quelque chose qui est important parce qu'à partir du moment où on a dans l'enjeu d'alignement marketing-vente, on a des publics commerciaux qui sont demandeuses, il faut les servir, il faut faciliter leur boulot par rapport à ça pour gagner le droit aussi après de leur proposer d'autres choses. Du point de vue de celui à qui s'adresse le cas client, c'est quelque chose qui est intéressant parce que pour vos prospects, ça vous permet un peu de montrer vos muscles, mais en même temps de les rassurer, en même temps de leur passer de l'information. Donc c'est un format qui est plutôt bien trouvé, s'il est bien exécuté, pour vous mettre dans une position d'acteur crédible, d'acteur légitime. Vos clients, vos prospects, ils n'ont sûrement pas envie d'être les premiers à vous faire confiance, ils ont envie de voir qu'il y en a d'autres qui ont un peu essuyé les plâtres, ils ont envie il y a un côté un peu renforcement parce que c'est un peu le principe de la boîte de nuit, parce qu'il y a du monde dans la boîte de nuit, j'ai envie d'y aller en fait, personne n'a envie de rentrer dans une boîte qui est vide, et donc c'est un peu ça. Donc, il y a ce petit côté, et si c'est bien exécuté, si j'arrive à le massifier, c'est pour ça que c'est un vrai enjeu sur la partie industrialisation, c'est d'arriver à montrer que vous travaillez dans beaucoup de secteurs d'activité, en tout cas ceux sur lesquels vous êtes positionné. Il y a un autre élément qui est intéressant sur les cas clients, c'est que dans quand même beaucoup de prises de parole marketing, c'est vous qui parlez. Donc vous n'êtes pas complètement crédible, en tout cas vous n'êtes pas complètement objectif sur la perception que vous pouvez avoir de vos propres offres et de pourquoi vous êtes intéressant pour un prospect. Là, l'intérêt, c'est que vous avez quelqu'un qui est extérieur à vous, alors évidemment qui est dans une relation contractuelle avec vous, puisqu'ils vous ont fait confiance pour acheter vos prestations, mais il y a quelqu'un externe, c'est une autre voix qui va parler et qui va finalement venir faire de l'endorsement, il va venir appuyer ce que vous dites, et ça c'est super intéressant d'avoir un peu un décalage de prise de parole, notamment dans les sites où vous avez déjà passé ce que vous aviez à raconter et qu'il faut l'amener d'une autre manière. Donc ça c'est quelque chose qui est super important. Et puis si on le fait bien, c'est pas que informatif du point de vue de qu'est-ce qu'on a fait pour quelle personne, ça peut être aussi du contenu qui est super intéressant. On le verra tout à l'heure dans le fond de ce qu'on peut apporter sur un cas client. C'est quelque chose qui peut devenir un format que vos clients, que vos prospects vont vouloir découvrir parce qu'ils vont apprendre des choses. C'est pas juste un renforcement de votre propre discours commercial, c'est aussi une posture de quelqu'un qui est passé par les mêmes niveaux de réflexion qu'eux. Il y a ce côté, on le verra tout à l'heure dans le choix des cas, de qui je parle quand je fais un cas client. De ce côté, finalement, je vois, je m'identifie et je me reconnais dans le parcours de quelqu'un d'autre qui a les mêmes problématiques que moi. Et donc ça, c'est du contenu qui peut être intéressant. Donc ça c'est vraiment pour moi la place des cas clients. Je le répète, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure. Et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis le début. Alors évidemment, quand on rentre dans une logique de « Ok, je vais faire des cas clients, comment je les exécute ?» va se poser pas mal de questions. La première des questions, c'est à quoi ça va ressembler. C'est comment je peux formaliser mes cas clients. Parce qu'évidemment, c'est un processus de production de contenu, c'est un contenu qui est particulier, on va voir à quel code il réagit, mais c'est de la production de contenu. Et donc, il faut se poser la question de comment je vais rendre la matière, comment je vais la formaliser à la fin, avant même d'aller commencer à récupérer de la matière première. Alors, je vous ai fait un peu un classement par format, et j'aime bien rentrer dans la thématique du cas client par le format, parce que derrière, on va voir ce que ça implique en termes de récupération d'infos, de choix d'infos, d'industrialisation du processus de collecte et puis de création, et puis comment je peux l'utiliser. Le format le plus simple, qui n'est pas forcément celui qui donne le plus de légitimité, mais qui en tout cas est intéressant et qui est souvent un premier pas, c'est le format verbatim. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur qui était l'entreprise, qu'est-ce qu'on a fait avec elle, je vais plutôt prendre une personne dans un contexte qui dit quelque chose de mes services.
Et c'est ce que vous voyez là sur quelques exemples. Alors, j'ai pris des exemples en anglais parce que souvent, c'est quelque chose qui est bien fait sur les sites anglo-saxons. Ils ont beaucoup cette culture-là de faire parler ses clients, de leur donner la parole. Et donc, vous avez beaucoup de sites sur lesquels vous allez retrouver ces fameux quotes, ces fameux verbatim, ces témoignages, ces testimonials par des personnes. À chaque fois, on retrouve idéalement un visuel, le nom de l'entreprise, le nom de la personne, son rôle, et puis ce qu'elle dit sur les services. Je vous laisserai au moment du replay découvrir un petit peu plus en détail ce qui est raconté. Il y a un petit côté réécriture marketing. Il faut réussir à trouver le bon positionnement pour pas que ça fasse fake complètement. Il faut des vraies personnes, hein. On ne peut pas dire une personne qui a tel job, mais sans citer son entreprise. Il faut qu'il y ait quand même une crédibilité qui soit donnée et qui permettent de faire croire que c'est vraiment quelqu'un qui a dit ça. Donc il faut travailler la forme, il faut travailler ce qui est dit, il faut travailler la concision, parce que vous voyez, c'est plutôt des phrases assez courtes, hein, c'est des petits paragraphes. Mais en tout cas, c'est le premier moment dans lequel on peut donner la parole à ses clients. Le deuxième niveau, je les ai classés un peu par difficulté de création ou par en tout cas niveau d'ambition croissant. Le deuxième niveau, c'est de faire une forme d'interview et d'en faire un article de blog. J'ai une presta qui s'est bien passée, où j'ai un client qui est content de mes produits ou de mes services. Je vais le chauffer un peu pour lui dire tiens, tu ne voudrais pas qu'on fasse un petit témoignage, j'aimerais t'interviewer, je vais t'envoyer 3-4 questions, ou on va le faire de manière orale, je vais enregistrer et puis je ferai la restitution. Et donc on va faire comme ça une interview d'une personne avec quelques questions. Là, je vous ai pris un exemple chez Gazprom sur leur magazine, où on a 5-6 questions qu'on va retrouver sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quels étaient vos besoins, pourquoi vous avez besoin de tel ou tel prestat, comment ça s'est passé avec nous et est-ce que vous êtes satisfait. Ça, c'est un des formats où il y a déjà quand même un petit peu de matière. On n'est pas sur de l'ordre du simple verbatim. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sortir de ça des verbatim. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On peut recycler un petit peu les différents sujets. Et on a quand même quelque chose dans lequel on peut rentrer, qui peut venir être rassurant, qui ne fera pas son job tout seul. Les gens ne vont pas se précipiter pour venir voir ça. Ça clique assez peu dans les newsletters. Ce n'est pas les formats sur lesquels les gens restent le plus s'ils arrivent par du SEO. Par contre, utiliser de manière intelligente par un commercial ou dans le flux d'une prise de décision, c'est des choses qui peuvent venir rassurer. Et puis, c'est assez simple à produire. Alors, le niveau un peu au-dessus, c'est d'avoir sur votre site des pages cas clients. Donc on sort du blog, on en fait une vraie partie sur le site. Là, je vous ai pris un premier exemple qui est intéressant. Vous voyez à droite, là, je vous ai mis à quoi ressemble le début de la page à gauche, mais à droite, vous voyez l'intégralité de la page. Là, j'ai fait un screenshot de toute la page. Et donc, sur ce site, on va retrouver plusieurs témoignages. Donc là, on voit Intercom et Gourou. Donc, on est sur le site de Gourou qui fait un cas sur Intercom. Donc, ils ont travaillé ensemble et ils racontent tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a différents éléments qui vont se mettre dans la page. C'est plutôt des formats qui commencent à être un petit peu longs. C'est pas de l'interview, donc c'est pas le client qui parle de lui-même, c'est un peu raconté, c'est scénarisé, c'est un peu un traitement journalistique parfois qui peut arriver, et comme ça on peut le décliner sur différents aspects. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure pour dire quelle est l'autopsie, quelle est l'anatomie plus que l'autopsie, l'anatomie d'une page idéale sur cette partie-là. Mais c'est vraiment, je trouve, un format qui est intéressant. Qui est à faire quand on a commencé à mettre en place une mécanique pour en récupérer plusieurs, hein, parce que ça ne sert à rien d'avoir une partie sur son site là-dessus. Là, je vous ai mis un exemple chez Product Board qui fait un cas avec iAdvise. Mais vous voyez, ça peut être, alors là, c'est un petit peu plus court, mais on peut voir que ça peut être des formats assez sympas, assez récurrents et qui sont mis en valeur en dehors de la partie blog. Je reviendrai sur ça tout à l'heure parce que c'est probablement un des objectifs qu'il faut avoir. Le niveau encore au-dessus, c'est de faire un document téléchargeable, infographié, mis en design, un peu propre. Je vous en ai mis différents exemples ici. On a un peu tous les formats. On a du format plutôt slide, plutôt horizontal, c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, on a plusieurs pages qui se suivent. On a du format plutôt classique, vertical A4, avec plus ou moins de pages. Là, on doit avoir une dizaine de pages. Ici, on en a 4. On pourrait avoir de la monopage, un peu plus densifiée. On pourrait avoir des cas clients comme cette page ici, qui pourrait être un cas client en tant que tel, où on voit bien le contexte, un petit blabla, des choses qui mettent dans l'ambiance au niveau visuel et puis des chiffres, ça pourrait fonctionner. Et ça, c'est assez simple de mettre en page un template et après de le faire tourner. Ça, c'est intéressant. Souvent, au complément du reste, c'est intéressant d'avoir des pages
ou des parties dans son blog où on va évoquer le cas client, faire le teasing et proposer le téléchargement. Ça peut aider à faire un peu de conversion. On peut choisir de ne pas le mettre derrière un formulaire pour le laisser en accès, mais traquer ça pour voir qui est intéressé par quel cas. Et évidemment, ça commence à être un contenu intéressant à donner aux commerciaux parce que c'est un fichier, ils savent l'envoyer, ça peut être relié avec le CRM. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Sur le cas téléchargeable, je vous ai mis aussi un lien vers notre site parce qu'on a pas mal, sur le site Invox, on a pas mal de cas qu'on montre très spécifiques, très imagés aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le replay ce que vous pourrez trouver, ou sinon vous tapez boucle de réalisation. Je regarde s'il y a des questions qui sont arrivées, n'hésitez pas à continuer à les poser. Un autre format, c'est le cas vidéo. Le cas vidéo, alors là pour le coup il faut s'organiser un petit peu plus, hein, c'est tout de suite dès qu'on parle de vidéo en général c'est un petit peu plus ambitieux, quoique on en parlera tout à l'heure des façons d'industrialiser ça aussi, de le faire à distance, il y a plein de choses qu'on peut faire de manière assez sympa. L'idée là c'est d'arriver à faire parler les clients et vraiment que ce soit leur voix qui s'exprime. Quand on parle de la voix du client, là c'est leur voix, c'est leur image. Ça, franchement, on ne peut pas faire plus impliquant que ce format-là. Et souvent, c'est intéressant parce que, on peut avoir des clients qui préfèrent voir des vidéos que lire des choses. C'est quand même souvent le cas. Sur les réseaux sociaux, c'est des formats qui fonctionnent très très bien aussi parce qu'on peut demander à ses commerciaux de le partager sur LinkedIn, on peut se faire une petite base là-dessus. Ça va nourrir éventuellement une partie YouTube sur votre chaîne YouTube, une partie cas client. Et donc, dès qu'on commence à en avoir plusieurs, c'est quelque chose qui est intéressant. On reviendra si c'est un sujet qui vous intéresse, on verra dans les questions. Aussi, comment est-ce qu'on peut industrialiser notamment là, le format de gauche qui est du format avec plusieurs angles de vue un peu montés, là où on est plus sur des formats un peu rapides, un peu très en proximité, limite filmé avec une webcam où on peut arriver à avoir des choses intéressantes. Le cas vidéo, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui est une tendance qui se développe de plus en plus. Là, je vous ai mis un exemple d'une mécanique de cas où je peux demander à mes clients d'aller faire du petit cas vidéo complètement auto-administré. Il y a un côté volumique. Donc là, typiquement, c'est un système que Trustfolio a utilisé. On reviendra sur cette techno tout à l'heure pour demander des recommandations. Et donc, finalement, il y a un petit processus. J'envoie un lien à mon client, il se log, il fait son shoot tout seul avec sa webcam, il valide. Moi, je vois ça derrière. Je peux le monter un petit peu si je dois couper des petites choses ou rajouter un petit jingle. Et derrière, ça fait une base de données de cas vidéo intéressants à réutiliser. Donc c'est une vraie tendance le cas vidéo, plus ou moins user-generated content, ou en tout cas fait de manière un peu pro ou de manière justement un peu plus spontanée, comme c'est le cas sur cet exemple. On a une variante qui est un peu un mix de différentes choses de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est le cas en webinar. Là, je vous ai pris un exemple d'un webinar qui aura lieu la semaine prochaine sur Webikeo. On en trouve pas mal, des exemples comme ça, où l'entreprise va créer un webinar pour parler d'un cas d'application. Et donc, vous voyez, il y a deux intervenants. Il y a l'intervenant qui est le chef de projet côté de l'entreprise qui va animer le webinaire, et puis le client en tant que tel, le client qui est sujet du cas client. Et donc, c'est un peu un mix de vidéos, de formats téléchargeables, parce qu'il va y avoir des slides qui vont être évoqués, de témoignages un peu en mode interview, parce qu'il y a un ping-pong qui va se créer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, qui peut bien fonctionner. Il faut un cas qui s'y prête bien. Et c'est plutôt à placer sur des petits contingents de public. Quand on est déjà sur des publics déjà un peu avancés dans la transformation et qu'on va vouloir réchauffer en disant tiens, on va vous montrer comment ça se passe réellement dans des cas de mise en place, notamment quand on est dans de la gestion de projet, de mise en place, de mise en place de logiciels, de formation d'équipe, des choses comme ça, où il peut y avoir beaucoup de questions sur le comment est-ce que je mets en place. J'achète une solution, mais j'achète aussi la mise en place de la solution. Et là, le cas client en mode webinar peut être super intéressant parce que du coup, les gens peuvent poser des questions. Et là, on va rentrer dans de l'interactivité sur un moment assez intéressant par rapport à ça. Et puis, dernier format que moi, je trouve aussi intéressant, c'est le multi-cas. Là, pour l'instant, jusqu'à présent, on n'a vu que des cas où je prenais une entreprise, une thématique, un sujet, vraiment de manière spécifique, et je faisais un zoom dessus. Parfois, ça peut être intéressant de faire un peu des cas un peu en mode choral. Je vais avoir plusieurs personnes qui parlent. Ça me permet aussi parfois de l'industrialiser, c'est-à-dire je vais faire partir un mail à 30, 40, 50 clients leur demandant sur quelques items de se positionner et je vais reconstituer un méta-cas en disant voilà, par exemple, j'ai pris que des gens dans telle industrie
ou dans tel type de boîte, qui vont me donner leur perception de comment j'ai mis en place quelque chose pour eux, comment j'ai fait mes services. Ça devient super intéressant. Quand notamment je vois qu'il y a une question d'Annie sur comment je peux avoir l'accord du client pour le faire et comment convaincre de le faire, souvent là je vais baisser un petit peu le niveau d'attente. On reviendra sur la question d'Annie parce que c'est une très bonne question, mais ce cas un peu multicas, ça peut être un peu un mode de je récupère un peu des verbatims, ça peut ne pas passer par les validations au légal ou à la com du côté du cas du client. Et donc, ça peut être un premier pas qui est intéressant. Et puis, ça fait des cas parfois un petit peu plus denses. De dire 10 exemples de mise en place chez des clients réussis, ça donne un peu de poids supplémentaire aussi. J'ai 10 clients qui prennent la parole en même temps. Ça fait un contenu qui peut être utilisé sur la durée. Donc, c'est des formats qui sont intéressants. Et puis le tout dernier point, mais là on sort un petit peu du cas client, mais pour autant c'est des choses qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est les plateformes d'avis. Il y en a certains parmi vous qui êtes peut-être sur des business où il y a des plateformes qui existent pour donner son avis. Là je vous ai mis quelques exemples. Dans le logiciel, il y a G2, il y a GetApp, il y a Trust, il y a quelques petites choses comme ça où on peut donner son avis. Là c'est ce que je suis allé voir par exemple sur Workable. Workable c'est notre logiciel de recrutement. Ils ont une soixantaine de reviews sur certains sites où je peux aller voir ce que les gens pensent du logiciel. Ici, Trustpilot, c'est un outil de récupération de feedback. Là, je suis allé voir Simplebo, c'est une agence qui crée des sites web. Ils ont pas mal d'avis. Ils ont comme sur Amazon, hein, je vois les ratings de ce que les gens pensent de ce prestataire. Et ça fait partie d'un format de cas. C'est pas un cas qui est très maîtrisé parce que les gens donnent juste leur avis, on a un peu moins de maîtrise, on n'oriente pas, c'est un peu moins un travail marketing, quoique ça peut s'organiser, et en tout cas le traitement marketing de ce qui est fait sur ces sites d'avis est super intéressant. Voilà, pour moi ça c'est tous les types de formats que vous pouvez avoir. Bien souvent une bonne stratégie de cas client, c'est un mix de ces différentes choses-là. Tout simplement parce que si je fais de la vidéo, c'est trop bête de ne pas avoir le transcript texte pour aller faire un peu de référencement et le donner à lire. Parce que je peux le décliner en format, on aurait pu en parler, mais sur le format téléchargeable, parfois il y a une déclinaison qui peut être sur le format LinkedIn, où je mets un peu plus zoomé, en un peu plus gros, une série de slides, une série de choses à voir. Mais en tout cas, c'est des formats qui peuvent se mixer là-dessus. Et je vais revenir juste avant d'avancer sur la suite, sur la question d'Annie. Donc Annie demande comment peut-on avoir l'accord d'un client pour faire un cas client, surtout si c'est une marque très importante, et comment les convaincre. Et ça, il y a plein de tactiques différentes par rapport à ça. Déjà, il faut être à peu près persuadé qu'on aura une boîte sur 3 qui ne voudra pas, qui dira moi je ne communique pas, je n'ai pas l'accord de ma direction, je ne peux pas le faire. Et ça, d'autant plus qu'on est dans des marques, dans des grandes marques. Mais on reviendra sur ce sujet-là parce que parfois les grandes marques ne sont pas toujours les meilleurs cas clients à faire. On reviendra sur ce sujet-là. Mais déjà, si je veux le faire, il faut systématiser la demande. Plus je vais demander à un nombre important de gens, plus j'ai la chance qu'un certain nombre de ces cas-là se feront. Donc il y a une logique un peu déjà, l'industrialisation et la massification, ça commence par là, c'est de demander, voire de demander de manière systématique à ses clients. Le deuxième point, c'est à quel moment je le demande. Il y a des moments qui s'y prêtent mieux. Souvent, trop tôt, il n'y aura pas grand-chose à raconter. Et les gens diront je vais d'abord attendre de voir comment ça se passe, et on n'aura peut-être pas non plus de chiffres ou de choses à prouver. Trop tard, c'est peut-être plus le bon tempo, on est déjà inscrit dans un fonctionnement, donc il faut trouver le bon tempo. Il faut que ce soit amené par la bonne personne. Suivant les marchés, ça peut être par le commercial, ça peut être par les équipes Customer Success ou qui sont en charge de déployer chez le client, à un moment s'ils font du bon boulot, d'arriver à identifier là, ça se passe bien, on a quelqu'un qui est collaboratif, c'est peut-être le bon moment pour demander, et de voir qui va demander. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça passe? Est-ce qu'éventuellement on escalade un petit peu pour que ce soit la direction qui puisse demander, pour valoriser aussi en disant voilà, on a vu que vous faisiez quelque chose, c'est super intéressant ce que vous faites, on adorerait pouvoir le mettre en valeur. Donc voilà, il y a un peu comment j'amène le message, comment je valorise le fait de le faire, que ce soit pas juste, allez on en fait un, c'est sympa, on vous pique un peu de temps, mais d'essayer de valoriser un peu pourquoi ça va donner de la visibilité, pourquoi c'est intéressant, pourquoi s'ils sont contents de travailler avec nous, ça nous aide aussi à nous inscrire dans la durée. Si on est une jeune boîte, c'est aussi un coup de pouce qu'on va donner, ça c'est un levier qu'il faut utiliser. Et puis moi ce que j'aime bien toujours faire, alors pour ça il faut en avoir fait un premier qui est bien, mais c'est de montrer à quoi ça ressemble à la fin. Que les gens se projettent, voient que c'est bien traité, que c'est valorisé, qu'ils auront le dernier mot sur ce qui est publié, ça c'est important aussi. Donc voilà, et après de dire, on va l'utiliser que dans ce cas-là bien précis,
on va pas détourner les choses. Voilà, on est transparent sur comment ça sera utilisé. Normalement, si on fait tout ça, ça devrait plutôt bien se passer. Après, évidemment, il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui disent oui, mais qui n'avancent pas ou qui ne valident pas. Dans des boucles, nous, on a eu des fois des boucles de validation, on part au légal, puis ça repart ailleurs, puis la com doit dire son mot. Au final, ça prend 8 mois. Mais voilà, il faut amorcer la pompe pour le faire, il faut le faire plutôt de manière volumique, aussi pour cette raison-là, parce que parfois, ça s'arrête dans le cas. Je voulais juste voir avec vous... J'ai dit tout à l'heure quand je passais sur où est-ce que les cas peuvent vivre, qu'il y a des pages clients qui peuvent être faites. On va zoomer un petit peu sur cette partie-là, et notamment sur ce qui peut englober l'ensemble de vos cas. Qui est en gros par où je vais rentrer dans les cas clients s'ils sont sur mon site. Parfois, ils ne sont pas sur les sites, parfois on veut les tenir à l'écart. Nous, on a certains cas qu'on garde que dans un cadre de recours commercial, quand on est un peu avancé. On a des cas qui sont faits que pour les appels d'offres aussi, c'est un peu une matière un peu différente, un peu spécifique, mais quand même, bien souvent, on a envie de les montrer sur notre site. Et ça, c'est un peu la page nos réalisations, notre portfolio, nos cas clients, nos clients, qu'on va retrouver. Et ça, j'ai repris une page que je trouve assez réussi, où on voit assez bien, alors l'idée c'est pas de zoomer sur chacun des éléments, mais c'est plutôt de voir la structure de ce qu'on va retrouver. On a bien souvent des cas qui sont mis à la une, le cas du moment, un des meilleurs cas, ou une série de cas que je veux mettre en avant. Et puis, j'ai une bibliothèque de cas derrière. Donc, c'est un peu les deux grandes parties que je vais avoir là-dessus. Et éventuellement, un petit mur de logo. C'est un petit côté visuel qui est important pour vite rassurer, pour vite faire un peu ce côté légitimité. Donc, avoir un peu un mur de logo ici qui va venir parler aux différentes personnes qui vont venir surfer. Il faut que là-dedans, ils voient des gens qui disent « Ah ouais, tiens, je connais, ouais, c'est dans mon secteur d'activité, ça me parle ». C'est un peu montrer patte blanche pour rassurer. Et puis après, il y a le contenu en tant que tel, et le contenu, je peux le filtrer. Là, j'ai mis un exemple ici de filtre où je peux aller choisir par secteur d'activité, par taille de boîte ou par type d'offre. Bien souvent, dès qu'on a plusieurs cas clients, c'est quelque chose qui est intéressant pour aider à retrouver et à zoomer que notre visiteur n'ait pas besoin d'ouvrir tous les cas clients pour voir ceux qui peuvent lui parler. On trouve évidemment la liste des cas avec quelques infos de preview. Je peux cliquer dessus. Je peux choisir de cliquer dessus en fonction des infos que j'ai. Éventuellement, je peux ressortir quelques verbatims. Je peux commencer à venir mettre des petites touches de choses. Je peux aller lancer quelques chiffres. Je peux rajouter une vidéo ou deux à lancer si j'ai des cas vidéo. Et j'ai évidemment des call to action. Alors là, moi, je trouve qu'il est un peu bas. Mais j'ai un formulaire de contact. J'aurais remonté j'aurais utilisé un débloc ici pour faire un petit espace contact pour donner envie de prendre contact un petit peu plus haut dans la page. Ça, c'est à quoi doit ressembler une page client. Je vous ai mis deux exemples que j'aime beaucoup. On va aller les voir tout de suite ensemble. Hop, je change d'onglet. Donc là, on est chez Zendesk. Ils ont une très grande culture à expression client aussi en raison de leur métier. Hein. Ils font un logiciel de satisfaction client, de customer success. Donc forcément, cette partie-là est importante. Ils ont une page qui est plutôt bien faite, où ici, je peux filtrer. Par différentes choses, par produit, par région, par secteur d'activité. C'est assez puissant, mais aussi parce qu'ils en ont beaucoup. Et après, j'ai mes différentes choses. Donc, je peux lire les histoires quand c'est des cas clients écrits. Ils ont aussi des vidéos là-dessus qui sont assez intéressantes. Et vous voyez, j'en ai quand même une bonne partie. Avec chacun un peu leur atmosphère. C'est des histoires qui sont bien racontées. Il faudrait que vous alliez les lire parce que en plus la façon dont c'est rédigé, c'est assez sympa. On a une petite fiche pratique ici. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et puis il y a Clearbit. Aussi, qui a un parti pris un peu moins volumique, qui est assez intéressant, qui a un call to action ici qui peut être intéressant aussi. Donc là, je peux faire une demande de test ou d'inscription. Je vois quelques logos. Et puis derrière, j'ai les histoires et par différents sujets. Ils ont différents sujets, donc quand je clique, je les retrouve ici. J'ai à chaque fois un petit chiffre qui va bien avec le cas. Je peux venir cliquer ici pour venir voir le cas client en globalité. Et derrière, j'ai un format assez complet où je retrouve des choses, je retrouve des schémas, je retrouve des mises en place, j'ai de la vidéo au milieu, j'ai pas mal de choses, c'est assez intéressant sur cette partie-là. Donc je voulais vous montrer ces exemples-là
Je trouve qu'ils sont assez parlants, assez intéressants. Et je suis sorti de ma présentation, je vais la relancer. Le temps de regarder, du coup, le temps que ça recharge, le temps de regarder s'il y a des questions qui sont arrivées là-dessus. Pas d'autres questions pour l'instant. OK. Donc, je vous ai mis ces deux exemples-là. C'est pour moi deux bons exemples. Il y en a plein d'autres. Hein. Si vous me le demandez, je vous enverrai quelques autres listes par rapport à ça. Voilà. Donc là, on a un peu une vision de à quoi ça doit ressembler à la fin et à quel niveau je mets finalement la barre pour ce que je veux faire sur mes cas clients. Alors, qu'est-ce que je raconte dedans maintenant? Le premier truc, pitié, je ne vais pas me mettre à genoux là, mais je pourrais, c'est un cas client. C'est pas je suis le meilleur et c'est je fais ma propre réclame en le faisant dire à quelqu'un d'autre. C'est pas de l'autocongratulation. Il faut vraiment essayer de résister à cette tentation. Il faut juste être transparent parce que sinon ça va sonner faux. Souvent, moi je vois des verbatim sur les sites, ça commence souvent comme ça. On sent très bien que personne n'aurait dit ça comme ça. Ça pue le pipou. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Faut vraiment, les amis, faites gaffe à ça. Soyez pas, voilà, tombez pas dans ce piège-là. Faites un vrai contenu, laissez le client dire ce qu'il a besoin de dire, mettez-le en valeur, lui et sa problématique, et ça suivra. Le fait que les gens fassent le lien derrière en disant si cette personne dit ça, c'est crédible, c'est le truc le plus important. Donc il ne faut pas d'autocongratulation. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient dans un cas client? La première chose, c'est le point de vue du client, c'est lui qui parle. Même si ça peut être après rédigé sans que ce soit son expression qui dit je, on peut avoir des tournures un peu plus omniscientes dans la façon de rédiger, mais c'est le point de vue du client. C'est pas votre perception du marché, c'est pas votre perception de mon logiciel, il fait ça, donc il faut que les gens y parlent comme ça. Il faut que les gens traduisent leur réalité. Je suis dans tel type de boîte, j'ai telle problématique, j'ai tel problème, mon boss me fait suer à cause de ce point-là, et j'ai résolu mon problème de cette manière-là. Et c'est avec ces mots à ça. Et ça, derrière, on va le caler. Alors, on peut sortir un petit peu de cette option classique, mais derrière, il faut qu'on raconte le contexte du client. Quels étaient ses problèmes, ses challenges quand il a commencé à faire appel à vous? Quelles solutions il a trouvées chez vous et qu'est-ce qui a été mis en place, surtout si vous avez des offres un peu complexes. Et puis, quels résultats ça a eu? On peut le tourner un peu dans tous les sens. C'est le plus classique et le plus logique. Souvent, c'est ce qui marche le mieux aussi. Suivant vos business, on peut aller faire des choses un peu différentes. Surtout si on est sur du traitement très visuel ou très vidéo de ce que vous allez faire, on peut scénariser, on peut raconter une histoire un petit peu différente. Mais en gros, les pièces, elles sont là. Les pièces du puzzle, elles sont là. Ce qui est important, c'est de parler en mode bénéfice réel. Pas fonctionnalité, pas info marketing. Encore une fois, c'est une question d'angle de vue. Hein, mais c'est surtout important de faire ressortir quels sont les bénéfices réels. Si à la fin, il doit se passer deux choses. Quand quelqu'un lit un cas client, il doit se dire c'est crédible, c'est légitime, ils savent parler à des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Et ça répond aux bénéfices que moi je peux en attendre, ou en tout cas ça vient compléter, ça vient résoudre des problèmes que je connais. Idéalement, il faut réussir à mettre des chiffres ou des exemples concrets. On n'a pas toujours des chiffres, mais parfois on a des réalisations concrètes, on a fait des choses, on a coché des cases, on a tombé des choses dans la to-do, on a atteint des objectifs qui sont concrets. Plus ça va être concret, plus ça va marcher. Si je fais un cas client qui dit que grâce à Invox, les choses vont mieux, ça ne marche pas. Si je dis grâce à Invox, on n'a mis que 2 mois pour mettre en place notre outil marketing automation et former les gens. On a réussi à passer de 2 livres blancs par an à 17 livres blancs par an. On a réussi à homogénéiser dans l'ensemble de nos filiales une prise de parole avec un template de design, de contenu qui fonctionne là où auparavant ça partait dans tous les sens. Si j'arrive à dire on générait 1% de taux de conversion en lead, aujourd'hui on est à 6%. On a réussi à comprimer notre cycle de vente parce qu'on stimule mieux les gens dans leur cycle de décision en ayant mis en place des outils, des campagnes automatisées et que je suis passé d'un cycle de 3 mois à un cycle de 2 mois et demi. Ça fonctionne par rapport à ça. Je vois qu'il y a une question d'Amélie qui ressort là-dessus, sur oui, ok, on peut mettre des chiffres, mais est-ce que le client sera ok pour communiquer sur des stats ou est-ce qu'on met des pourcentages de progression? Ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont assez open par rapport à ça. On a aussi un petit travail à faire de son côté pour convaincre qu'on n'est pas en train de donner
les clés du camion à tous ses concurrents. Hein. C'est pas parce qu'on va dire qu'on a progressé de temps ou qu'on génère tant de leads par mois, par exemple, qu'on dit comment est-ce qu'ils y arrivent, la qualité des leads, qui les traite, on ne donne pas les infos, les datas. Donc, il y a aussi un côté à rassurer par rapport à ça. Il y a quand même beaucoup d'infos qui sont pas cruciales. Hein. Évidemment, il y a des choses qu'il faut protéger. On peut mettre effectivement, plutôt parler en pourcentage de progression plutôt que de donner de la valeur brute. Donc, on peut dire ça va 2 fois mieux. C'est déjà vachement bien. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ça aille 2 fois mieux chez eux, mais ils partent tous de niveaux différents. Donc, ça peut bien fonctionner. Il y a un peu aussi une question de timing. Nous, on a fait des cas où on prenait où on finalement décalait. On disait en 2020 des résultats 2019 ou 2018 quand on a un peu de durée là-dessus. Donc, c'est aussi une façon de masquer un peu les choses et de rassurer le client en disant bah ouais, mais voilà, on est sur d'autres sujets maintenant, donc on peut parler de ce qui s'est passé auparavant. Donc, il y a aussi ces choses-là à faire. Donc, il peut y avoir un embargo sur certaines choses. Contractuellement, il y a aussi des boîtes qui empêchent d'en parler, donc il faut aussi lire ses contrats avec ses clients. Nous, on inclut dans nos CGV le fait de pouvoir communiquer avec leur accord sur ce qu'on fait pour nos clients. Donc ça aussi, ça pose aussi un peu la relation par rapport à ça. Et puis encore une fois, parfois, on ne donne pas de chiffres, on donne des réalisations concrètes, donc ça fonctionne. Quelque chose. Alors, je vois juste une question de Marie. Si on fait gagner du temps, c'est-à-dire, en gros, on réduit le besoin de ressources humaines. Est-ce que c'est difficile de communiquer dessus pour le client? Ça dépend un peu de son contexte, ça dépend de qui on parle, ça dépend dans quelles conditions sociales ça s'est fait aussi du côté de l'entreprise. Parfois, il y a aussi beaucoup de boîtes qui réduisent, mais qui en profitent pour continuer à grandir, continuer à embaucher, mais qui vont mettre plus de moyens sur d'autres choses parce qu'elles sont plus efficaces. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on apporte qui sont effectivement dans l'efficacité, donc vous allez passer moins de temps. Encore une fois, ça serait compliqué de faire un cas client en disant comment j'ai aidé tel client à virer 5000 personnes. C'est sûr que ça. Et encore, dépendant qui va lire le cas et à qui je le destine, et est-ce que c'est pas affiché sur mon site web, mais je l'utilise que dans un cas de relation client one-to-one, parle commercial, c'est des choses qu'on peut dire ou qu'on peut expliquer. Et puis on peut arriver aussi à des cas clients non nominatifs, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais on peut parler d'un acteur dans l'automobile et tenir les coordonnées de la personne ou le dire à l'oral en one-one. Donc ça aussi, c'est des choses, et parfois il faut un peu contourner le truc. Un autre point pour moi qui est important dans un bon cas client, c'est de ne pas masquer les difficultés. Ça revient un peu sur le premier point que je disais sur les slides précédentes, de ne pas être dans l'auto-promo, l'auto-congratulation, tout le monde il est beau, c'est génial, je suis le meilleur du monde. Parfois, il y a des difficultés. Nous, on a eu des cas clients pour Invox, des verbatim ou des clients qui s'exprimaient, qui disaient ça n'a pas été facile à mettre en place, on a mis du temps à se caler. Mais on a fait les efforts, ils ont écouté, on a fait des feedbacks, ils les ont écoutés, donc ils ont été réactifs par rapport à ça, et petit à petit, ça a fonctionné. Ces cas-là, il ne faut pas les masquer. Faut aussi les garder parce qu'en fait, c'est super crédible. On se rend bien compte qu'on n'est pas, quand on va signer avec un prestataire, il peut se passer des choses qui se passent moins bien. C'est normal. Et le fait de les montrer, c'est super intéressant dans le cadre de l'expression de quelqu'un. Donc, il faut pas masquer les difficultés. Nous, on a eu des cas clients, effectivement, où on disait, avec le premier interlocuteur que j'ai eu chez Invox, ça ne fonctionnait pas. On a changé d'interlocuteur, ils ont été réactifs, ça marche après. Donc ça aussi, c'est des choses dans votre secteur d'activité qu'on peut faire. Et puis pour moi, le dernier point aussi qui est super important, c'est que si j'enlève le côté promotion de vos services, parce qu'il faut quand même que ça y soit, est-ce qu'il reste quelque chose pour la personne qui a lu le cas client? Est-ce qu'elle a appris des trucs? Est-ce qu'elle se dit, en sortant de ça, ouais, ça me donne un peu une checklist, j'ai les conseils de la personne dans mon secteur d'activité, ça va m'aider aussi à mettre en place des choses. Est-ce que je repars avec des conseils? Est-ce que je repars avec une meilleure compréhension, par exemple, du timing de mise en place? Si on est sur des mises en place un peu longues ou qui peuvent être complexes, sur comment je diffuse l'offre au sein de l'entreprise, comment ça va se passer. Ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant de bien penser son contenu par rapport à ça. Nous, dans pas mal de cas clients, on a un petit truc à la fin, la checklist ou les key learnings, un peu avec quoi je repars de ce truc-là. Et finalement, quel que soit le cas, j'aurais pu faire. En fait, j'intègre du contenu intéressant au milieu d'un cas client, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup.
Alors juste pour revenir, je reprends le cas que j'avais montré tout à l'heure. Donc là, on n'est pas sur la page qui regroupe les cas clients, on est sur un cas client en tant que tel, sur un format page. C'est un peu le même format sur d'autres formats, mais en gros, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une mini fiche d'identité pour savoir très très vite qui est le client, dans quel secteur il est, quelle taille il a, qui est la personne qui va s'exprimer. J'ai évidemment le contexte de l'entreprise, là on ne le voit pas bien, mais si vous allez sur le site, vous allez le retrouver, de iAdvise, c'est une boîte qui fait ça, donc c'est un peu plus rédigé, et voilà le contexte dans lequel ils étaient. Ensuite, on a le corps du cas client, dans lequel on retrouve différents éléments. Des éléments ici qui illustrent. Donc là, on est chez iAdvise, donc on est dans les locaux d'iAdvise, on a des photos, si vous pouvez le faire, faites-le. Tout ce qui peut rendre le truc réel, un peu dans les coulisses, ça va fonctionner. Donc il faut mettre dans l'ambiance, dans l'environnement du client qui fait l'objet du cas. On va retrouver ici, ce que j'aime bien, c'est des choses un peu en mode bénéfice. Ici, c'est qu'est-ce que ça a apporté de mettre en place l'outil chez iAdvise. C'est ici, sharing the product strategy across the organization, c'est un bénéfice. Donc là, on est sur un outil qui permet de gérer des roadmaps produits et de partager ça en externe et en interne. Et donc là, il y avait un sujet de dire quelle est la stratégie produit à tous les salariés de l'entreprise. Et donc, il raconte ce bénéfice-là. On montre des exemples, des trucs pratiques qui ont été faits. Donc là, on est sur un dashboard qui est remonté par l'outil en tant que tel, avec des preuves de chiffres. On est pour rythmer la lecture, sur un petit verbatim, et on remet la personne ici, Florent Gosselin, qui est chez iAdvise, qui est Product Manager, qui va donner son verbatim. J'ai des petits call to action qui débarquent, j'ai d'autres cas similaires que je peux aller voir, parce que si je suis sur un cas, potentiellement je peux aller en voir d'autres. Donc c'est un peu ces choses-là qu'on va retrouver dans les différents éléments. Et évidemment, après, c'est dans le rédactionnel, dans le fond de ce que vous allez apporter que ça va se jouer. Voilà, pour le contenu, je regarde s'il y a des questions qui sont arrivées là-dessus et je les ai traitées au fur et à mesure pour l'instant. Alors, qui on prend pour faire un cas? Ça, c'est le côté choisir la bonne cible. On avait un peu la question tout à l'heure sur Dany, sur comment je choisis, comment j'arrive à convaincre, surtout si c'est une grosse entreprise. Pour moi, choisir, c'est un mix de plusieurs éléments. Qui vont être mes bons clients? Alors, si vous avez peu de clients, vous demandez à tout le monde, et puis ceux qui vont se faire, tant mieux. Évidemment, il y a un sujet, est-ce que ça s'est bien passé? On ne va pas les faire parler des clients avec qui c'était une horreur et où on s'est séparé avec un conflit, évidemment. Donc, on prend plutôt les gens avec qui ça se passe bien. On va aller aussi cibler. Alors, si vous avez beaucoup de clients différents, il faut aller faire un peu du picking par secteur d'activité, par taille de boîte, par typologie de sujets qui ont été traités. Si vous répondez à plusieurs sujets, typiquement chez nous, chez Invox, on va avoir des cas sur du marketing automation, des cas sur de la production de contenu, des cas sur de l'acquisition social media, des cas où on reprend un petit peu tout parce que ça parle bien. Il faut voir un peu quelles sont les problématiques métiers de vos clients. Nous, on a des clients qui sont dans les problématiques internationalisation des contenus, on a des clients qui sont dans les problématiques SEO, donc il faut voir un peu quelles sont les différentes choses. Et ça, il faut arriver un peu à se faire un panel représentatif pour déjà affiner. Dès que vous avez quelques cas dans une verticale, vous pouvez continuer à en faire, mais il vaut mieux aller chercher à combler les trous sur des zones sur lesquelles vous n'êtes pas présent pour aller les compléter. Alors, tout à l'heure, je disais, je réagirais sur le côté gros client. C'est une tentation de dire, je prends mon plus beau client et j'en fais un cas. Parce que voilà, on se fait un peu plaisir à soi-même. Souvent, c'est des cas qui vont être compliqués à faire et que bien souvent, en plus, ce n'est pas forcément des cas auxquels vos prospects vont s'identifier. Il y a un vrai sujet de est-ce que ça parle ou est-ce que je suis un peu en décalage. Nous, on a vu le cas, on avait des boîtes qui parlaient plutôt à des PME. Ils avaient fait 2 cas clients sur leur site, c'était leurs 2 plus gros clients, qui n'étaient pas du tout les clients représentatifs, d'ailleurs qui n'étaient même pas forcément les clients les plus rentables qu'ils avaient. Et donc, ils mettaient ça en avant. Et ma croyance, c'est qu'on perd des gens à faire ça. Parce qu'on ne montre pas qu'on sait s'adapter à la cible en tant que telle. On dit, voilà, nous, on bosse pour des gros... On est un peu ronflant, on fait des grosses missions. Donc, tous ceux qui sont petits vont se dire, ouais, c'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi. Si vous arrivez sur le site d'un éditeur logiciel, c'est une boîte de 20 personnes, vous avez un truc, vous avez besoin pour 2 utilisateurs, et que les 3 cas clients que vous voyez, c'est Airbus, Coca-Cola et Microsoft,
Se dire, ah ouais, ok, bah ça c'est un logiciel pour Microsoft, pour Coca-Cola. Moi, je suis pas Coca-Cola. Donc, il faut réussir à trouver non seulement des sujets et des mécaniques qui parlent, mais il faut aussi trouver des boîtes où je vais pouvoir m'identifier. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup sur les entreprises qui ont un peu segmenté leurs approches marché par vertical métier, d'essayer de se dire aussi, si je parle à une petite industrie, je vais lui montrer des cas de petite industrie. Et idéalement, des gens qui va connaître. Donc ça, c'est un peu un choix qui est important à faire. Et évidemment, le choix, il sera beaucoup plus simple à faire si vous êtes organisé pour produire beaucoup de cas. Parce que du coup, vous serez un peu moins dans OK, je fais 2 cas, donc il ne faut vraiment pas que je me plante pour choisir qui je vais mettre en avant. Et puis après, il y a des bons clients aussi. Hein. Vous avez forcément des clients qui aiment bien parler, qui savent bien le faire. Nous, on en a quelques-uns comme ça. On a Gazprom, on a Acuiteo qui nous adorent, qui sont prêts à parler tout le temps de ce qu'on fait. Eux, c'est des bons clients. Donc, eux, évidemment, c'est un peu les premiers qu'on va mobiliser. Et après, on va y venir. Il y a une culture du feedback qu'il faut réussir à mettre en place. Et c'est à ce point-là qu'on vient. Sur la partie comment j'industrialise ma mécanique de cas client, parce que c'est un vrai sujet. Vous pouvez très bien rester à vous dire j'en fais 2-3, ça me suffira, j'ai de quoi montrer patte blanche. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'arriver à en faire beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on met ces cas clients en marche pour industrialiser? Alors déjà, il y a une question de culture cas client. Je vous montrerai un peu des exemples là-dessus. Il y a des boîtes qui ont la culture cas client et il y a des boîtes qui ne l'ont pas. Si vous ne l'avez pas, il faut commencer à l'instaurer dans les équipes marketing et vente. C'est-à-dire qu'il faut être volontariste. Il faut dire, on veut des cas clients. On va faire ce qu'il faut pour les avoir. On va se mettre un objectif en volume de cas. Typiquement, dire si on n'en a pas, OK, sur 2020, on veut 20 cas clients. 20 cas en 2020. Et on va commencer à se dire, pour avoir ces 20 cas clients, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est bien d'exprimer, et c'est bien que les commerciaux, éventuellement, on peut même les incentiver pour qu'ils le fassent. C'est bien qu'on casse ce côté distant de « Oula, c'est compliqué à faire », qu'on se dit « On va en faire beaucoup, et il faut qu'on demande aux gens de le faire ». Et donc, du coup, il faut en lancer beaucoup. Donc, il faut apprendre à demander. Donc, il y a un petit processus aussi écrit, il y a une façon de demander. On en parlait tout à l'heure de qui va demander. Et donc, il faut en lancer beaucoup. En gros, nous, ce qu'on constate, c'est que chaque fois que je vais demander 3 cas clients, je vais réussir à en tomber un à la fin. Et donc, si vous voulez en faire 20, il faut en lancer 60. Mais c'est mécanique, c'est l'exacte reproduction de ce qu'on a dans un tunnel de conversion. C'est si je veux vendre X à la fin, il faut que j'ouvre tant en haut. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, vous pouvez vous équiper. Nous, on fait ça, on a un petit pipe dans notre CRM. On a fait un pipe cas client, où on gère ça comme un processus de conversion. Je dis, je rentre ceux sur lesquels j'ai peut-être une pige, je vois si je les ai un petit peu sensibilisés au truc, est-ce que j'ai leur accord, est-ce que j'en suis de la prod, combien de temps ça prend, pourquoi ça bloque, pour essayer de lever les freins par rapport à ça. Et donc, c'est là où il faut avoir un process. Il faut avoir désigné qui amorce, qui parle, qui le prend en charge, comment ça se fait. Je vois qu'il y a une question de Marie sur est-ce que j'externalise ou pas la production de contenu. Ça peut faire partie du processus de se dire, moi, les équipes commerciales doivent identifier qui pourrait faire objet de cas, récupérer le consentement, le fait de dire OK, on peut faire un cas, et ensuite passer la main soit en interne en marketing, soit en externe pour créer ça. Et effectivement, parfois, de passer par un externe, c'est plus simple aussi parce que ça retombe chez nous, le fait de faire vivre le projet, de relancer, de faire les validations, de compacter, ce qui n'est pas toujours le premier... la première chose que les commerciaux, que les équipes marketing qui sont très sollicitées souvent chez vous vont pouvoir faire. Avoir un template, c'est aussi quelque chose qui facilite l'industrialisation. Nous, on utilise, pour notre cas à nous, on a un Google Slide avec toutes les bonnes cases au bon endroit. Il suffit juste de changer les logos, d'aller compléter, d'aller changer 2-3 infos, et on peut avoir un cas client comme ça. Et nous, ça nous permet notamment de distribuer la rédaction des cas clients aux chargés de compte chez nous. Dans certaines boîtes, c'est les commerciaux qui peuvent le faire quand ils vont accompagner un client. Parfois, c'est au Customer Success ou au support d'aller écrire le cas client. Mais en tout cas, d'homogénéiser la production, de ne plus avoir forcément besoin de passer par un designer ensuite. Donc le côté je templatise, j'ai un format, j'ai des cases à remplir, que ce soit derrière sur un article, sur 3 questions A, sur une page cas client, sur quelque chose de téléchargeable, sur de la vidéo, j'ai un template et ça réduit beaucoup l'incertitude de qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte. Il y a un autre point aussi sur l'industrialisation, c'est que très vite on arrête de produire des cas clients si on se rend compte qu'ils ne sont pas utilisés. Et donc pour ça,
il faut qu'il soit injecté dans le CRM, il faut qu'il soit visible quelque part, il faut qu'il soit centralisé, il faut qu'il soit utilisable facilement au quotidien. Et pour moi, vraiment l'étape ultime, c'est d'arriver dans le CRM à avoir de la soumission de cas. Typiquement, je suis commercial, je saisis des informations sur un client, sur un prospect, sur un deal, sur une opportunité. Donc, je vais dire dans quel secteur d'activité c'est, quel type de taille de boîte c'est. Automatiquement, ça peut me remonter dans mon CRM quels seraient les cas clients qui sont adaptés, voire même déjà les injecter dans un email automatique qui dit ben voilà, on s'est parlé, comme vous êtes dans tel secteur, j'ai pensé que lire ça, ça et ça pourrait vous intéresser. Et là, comme on va utiliser ces cas clients, on va forcément se mettre dans une posture de c'est génial, il nous en faut plus, ah ouais, j'ai bien compris, ouais, moi aussi j'ai envie d'en faire. Et c'est là où on va retomber sur ce côté culturel qui est intéressant. Et que parfois, il faut aussi l'outil du coup pour automatiser la captation. Alors, il y a des fois des formats très simples, Google Form, ça peut fonctionner. Et parfois, il y a d'autres outils qui sont intéressants. Alors, juste pour zoomer chez nous, comment ça se passe. Nous, on a commencé déjà par instaurer la culture, parce qu'on l'avait pas il y a encore 2 ans. On l'avait pas forcément beaucoup. J'en ai fait quelques-uns au moment de la refonte du site, mais on s'était un peu arrêté là, donc ça vieillissait un peu mal. Donc, on a fait émerger ce côté-là. Alors, comment est-ce qu'on fait dans notre structure? On a un mur qu'on appelle le mur des bisous, c'est ce que vous voyez là, j'ai fait la photo en préparant là, où j'imprime les remontées de nos clients, les meilleurs verbatim de ce qu'ils disent de nous, et quand on en accroche un ou deux nouveaux, c'est un peu une cérémonie aussi, on se dit tiens chouette, on a eu ce truc là, les clients sont vraiment contents. Et puis on a un channel Slack qu'on appelle Praise chez nous, où tout le monde est amené à partager. Donc là vous voyez, moi j'en ai mis un ici, mais d'autres personnes, Noémie en a mis, Pauline en a mis, ça c'était quelqu'un d'autre qui en a mis, où on va partager les feedbacks clients en live. Et ça va créer une culture qui est assez intéressante de dire c'est normal de récupérer de l'info, et moi j'en ai pas récupéré dans mon équipe, donc je vais demander aux clients de formaliser un truc où je vais réussir à sortir ça, de rebondir sur ce que me dit un client en disant si vous êtes content, peut-être qu'on pourrait faire un truc un peu supplémentaire. Donc c'est important que tout le monde sache en interne que c'est utilisé, c'est valorisé, c'est célébré vraiment en interne, et tout ça c'est des matériaux. On peut le réutiliser là-dedans, dans ce mur. Il y a des choses qui sont remontées juste par des échanges de mails qu'on a mis là-dessus, et après on a demandé l'accord, on l'a mis sur notre site, et ça crée une démarche qui est intéressante. Et puis parfois on peut aller un petit peu plus loin. Alors, nous on s'est équipé d'un outil de captation de verbatim, qui est Trustfolio, qui en gros se présente comme ça. Là, je gère un peu ma liste de gens que j'ai envie de faire témoigner. Ça gère derrière les invitations. Je peux inviter pour le compte de quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Ça gère la relance. Je vois ce qui s'est passé. Et derrière, ça gère la publication aussi sur un site tiers. Il y a un côté un peu avis certifié qui est intéressant par rapport à ça. Qu'on peut utiliser pour aussi rassurer les clients sur comment va être utilisé leur format. Et il y a un côté aussi gestion des droits. Alors dans certaines boîtes c'est important, où j'ai besoin de récupérer l'accord de la personne qui a témoigné pour utiliser de manière, ce matériel marketing com pour pouvoir l'utiliser, et du coup cet outil gère aussi ça. Donc ça pour nous ça a été aussi un moment important dans la culture, dans l'instauration de la culture, qui était de dire maintenant on a un process, on a un outil pour le capter, ça passe par là. Moi chaque mois je fais un récap pour dire voilà les nouveaux qu'on a, quels seraient les nouveaux qu'on pourrait avoir. On essaie d'incentiver les gestionnaires de compte pour faire ça, et donc ça c'est vraiment une réflexion intéressante à avoir. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais en tête sur le sujet. Sur la partie cas client, il y aurait 1000 autres trucs à dire. On aurait pu zoomer dans comment je rédige les choses, de vraiment rentrer dans la partie très contenu, je pense qui est super intéressante. Voilà, j'ai traité quelques questions qui étaient arrivées au cours de la présentation. N'hésitez pas à me dire, soit dans le chat, ce que vous avez trouvé de la présentation, ça me fait un peu du feedback, et surtout à continuer à poser vos questions. Par rapport au sujet. J'espère qu'en tout cas, ça vous éclaire un petit peu sur les mécaniques. N'hésitez pas aussi à me dire dans le chat qu'est-ce que vous trouvez le plus compliqué dans la production de contenu. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'être suffisamment court sur vous donner un peu les différentes clés. Je pense que c'est intéressant que vous revoyiez, vous pourrez voir le replay dès lundi, et vous aurez accès aux slides, un peu les différentes checklists que je vous ai données pour confronter ça avec votre pratique et de voir un petit peu ce qui peut vous aider à les formaliser.
À retenir, je pense vraiment que il faut décider d'y aller, il faut en faire un processus, il faut le mettre ça dans la culture. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut faire un peu à côté du reste en disant allez tiens, je vais faire quelques cas clients. Il faut vraiment se poser, il faut prendre quelques heures pour penser son système et derrière l'exécuter. La qualité de l'exécution derrière est super importante pour arriver à délivrer des cas clients et à les utiliser derrière. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions supplémentaires, donc je vais. Merci pour ceux, Amélie, Marie, pour les feedbacks. C'est des bons feedbacks. Je vais peut-être faire des screenshots aussi pour faire la promo des prochains webinaires là-dessus. Donc voilà, j'en profite. Il y a une petite pratique aussi qui commence à se faire sur les réseaux sociaux de demander de faire un peu de la reco à ses clients, qui prennent la parole sur leurs propres réseaux sociaux avec leurs propres mots pour dire bah tiens, j'ai bossé avec telle boîte, ça se passe bien, je vous la recommande. Ça fait partie de cette démarche-là aussi. Une fois qu'on a un bon relationnel avec ses clients, c'est un bon truc à faire, notamment quand vous allez publier le cas client pour demander à la personne qui est mise en valeur dedans d'aller aussi le pousser sur ses réseaux pour donner plus de portée. Donc ça, c'est le petit tips pour la route que je vous recommande. Voilà, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Merci pour votre attention. Merci d'avoir participé avec moi à ça. Et puis, à bientôt.